Bismillah. Donc toujours dans les GPO. Donc dernière séance on a travaillé, on a fait une démonstration pratique sur les GPO. Donc on a pu créer des GPO dans différents niveaux, donc domaine, unité d'organisation, sous-unité d'organisation. On a aussi traité les règles de conflit, la gestion de conflit des GPO. On a dit last writer wins. S'il n'y a pas de conflit, on a dit ça, tous les paramètres ils seront appliqués. C'est-à-dire c'est comme un cumul. Mais s'il y a un conflit dans un paramètre, la dernière GPO qui a causé ce conflit, c'est elle qui sera appliquée. Donc maintenant on va voir une autre fonctionnalité, toujours dans les GPO, c'est le blocage de l'héritage. Bloquer l'héritage. Donc imaginez, vous avez GPO OFPPT, il est lié au domaine OFPPT. On a dit par défaut, il sera hérité dans l'unité d'organisation, et puisque cette unité d'organisation, il a des sous-unités d'organisation, ils seront aussi hérités. Comme j'ai dit, parfois, l'administrateur du domaine, il peut déléguer l'administration d'une unité d'organisation à une personne. Par exemple, imaginez Marrakech. Il y a une personne dans le site Marrakech. Donc, on va l'appeler admin Marrakech. Cet admin Marrakech, l'administrateur du domaine, il va lui déléguer, à défaut de la gestion, l'administration des objets qui sont dans sa propre unité d'organisation. Donc si admin Marrakech, il a les privilèges sur l'unité d'organisation, et il a aussi la gestion, c'est-à-dire la main pour gérer, pour changer, pour créer des GPO, pour changer les numéros d'ordre ou les numéros de lien des GPO, il peut bloquer l'héritage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous remarquez ici, par défaut il n'y a pas de blocage. Si je clique sur l'unité d'organisation Marrakech, je vais trouver que GPO OFPPT, Default Domain Policy, normalement ils ont été liés à l'OFPPT, au domaine, ils ont été hérités par défaut. C'est-à-dire s'il n'y a pas de conflit de paramètres, toutes ces GPO seront appliquées sur tous les objets qui sont dans Marrakech. Remarquez, dans Marrakech, il y a aussi une sous-unité d'organisation qui s'appelle IGM, et dans IGM, il y a aussi des unités d'organisation. Utilisateur, quand je sélectionne une sous-unité d'organisation, remarquez, je trouve aussi GPO venu du domaine. Donc il y a toujours héritage. Donc domaine, unité d'organisation, sous-unité d'organisation. Donc si l'admin Marrakech, il vient dans Marrakech, bouton droit, ici il y a bloqué l'héritage. Remarquez maintenant, par défaut, il y a héritage, il y a ces 2 et 3, ils ont été hérités du domaine OFPPT.local. Remarquez. Donc OFPPT.local. Je vais bloquer l'héritage. Remarquez. C'est-à-dire maintenant, ces 2 GPO, ils ne vont pas être hérités dans l'unité d'organisation. Remarquez, il y a un petit symbole en point d'exclamation en bleu. Ça veut dire que cette unité d'organisation, il a la fonction bloquer l'héritage. C'est-à-dire déjà, de son symbole, je peux voir quelles sont les unités ou les sous-unités qui ont bloqué l'héritage. Et par la suite, GPO, OFPPT et Default Domain Policy, ils ne seront pas aussi dans IGM. Ils ne seront pas aussi dans
les sous-unités. C'est-à-dire, à un niveau, j'ai bloqué, c'est comme bloquer l'héritage des permissions NTFS, c'est-à-dire ne pas laisser la GPO passer à travers ou au travers de l'unité d'organisation. Le problème qui se pose, c'est que imaginez l'administrateur du domaine, il a créé une GPO et qui a plusieurs paramètres. Par exemple, imaginez, il a précisé que les mots de passe, la longueur du mot de passe, c'est 8 caractères. Par défaut, c'est 7. Lui, il a voulu, c'est-à-dire augmenter un petit peu le niveau de la sécurité des mots de passe, il a donné 8 caractères. Donc l'administrateur de Marrakech, avec bien sûr les privilèges, il peut créer son propre paramètre, ou la propre GPO dans le paramètre, avec le mot de passe, imaginez 5 caractères. Il peut faire ça. Donc s'il fait ça, c'est-à-dire, on a dit, il y a conflit. Ce qui sera appliqué, c'est la dernière. C'est celle-là. Ça, il sera hérité et ça, il sera explicite. Donc explicite, il a la priorité sur... Il peut même bloquer l'héritage et créer son propre paramètre. Donc s'il bloque l'héritage, déjà, il n'y a pas la GPO qui est héritière et il peut faire ce qu'il veut. Mais en plus de l'héritage, s'il crée lui-même son propre GPO, il sera pris en compte. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce niveau, il est considéré comme explicite. Donc ça, c'est un problème. Donc l'administrateur du domaine, il veut 8 caractères, et lui, il a mis... Non, j'ai donné un exemple, ça peut être même plus, c'est-à-dire dans le GPO, ça peut être des paramètres de sécurité des firewalls, donc quelque chose qui a une relation directe avec la sécurité, ou n'importe quel paramètre. Bref, à un niveau, l'administrateur de l'unité d'organisation, il peut bloquer. Ou là, s'il a le droit de créer des GPO, il peut même créer une GPO explicite et il aura la priorité. Donc ils ont aussi contourné ce problème avec ce qu'on appelle l'héritage forcé. Forcé l'héritage. Donc on a dit bloquer l'héritage, ça veut dire les GPO dans un niveau supérieur ne seront pas hérités, ou là, ils ne passent pas le niveau inférieur. Maintenant, forcer l'héritage, si l'administrateur il veut que cette GPO sera obligatoirement appliquée sur les unités et les sous-unités, malgré l'héritage, il va faire forcer. Maintenant, avec forcer une GPO, même si vous créez un blocage d'héritage, la GPO, il passe. D'accord? Donc, forcer l'héritage, il a la priorité sur bloquer l'héritage. Donc, si vous faites dans un niveau supérieur forcer l'héritage, il aura la priorité sur bloquer l'héritage des niveaux inférieurs. Donc, remarquez, je vais laisser bloquer l'héritage. Vous allez voir que dans EJ, il n'y a pas GPO OFPPT, puisque j'ai bloqué. Mais maintenant, imaginez si je viens ici et je mets appliquer. Donc forcer, c'est appliquer. Donc malheureusement en français, donc en anglais, si vous avez la version anglaise de Windows Server 2012, vous allez trouver enforced. Déjà le mot il est frappant, il a un sens. Enforced, c'est-à-dire vous savez que vous voulez forcer la GPO. Ici la version française, ils ont mis appliquer. Appliquer, pour moi, il n'a pas vraiment le sens de forcer mais bref, c'est ça. Donc pour nous, appliquer, c'est forcer l'héritage, c'est-à-dire forcer le passage du GPO qui est niveau supérieur à ce qu'il passe niveau inférieur, même si la fonction blocage de l'héritage, il est
activé ici. Donc, si je mets pour cette GPO appliquée, je sélectionne, remarquez appliqué aussi, il y a un cadenas, le verrou ici. Ça se voit que c'est une GPO appliquée. Alors, remarquez, maintenant la GPO, il est placé, il est hérité, même s'il y a le blocage ici, mais en plus, il est en première priorité. Maintenant, malgré, c'est-à-dire que l'administrateur de cette unité d'organisation, il va créer une GPO explicite, normalement par défaut les GPO explicites, ils auront la priorité sur les GPO héritées. Malgré ça, toujours la GPO appliquée, il aura la priorité. Pourquoi? Parce que automatiquement, quand vous faites l'application, c'est-à-dire forcer l'héritage de la GPO, il va la placer en haut de la liste. Et quand il est placé en haut de la liste, c'est-à-dire priorité 1. Et on voit que maintenant l'administrateur du domaine, quand il crée une GPO, il l'applique, obligatoirement il sera appliqué sur tout le contenu de son domaine, c'est-à-dire tous les objets du domaine. D'accord? Donc même si à ce niveau il y a l'héritage, il y a blocage d'héritage. Donc le fait de forcer ou bien d'appliquer, avec le langage en français, d'appliquer une GPO, qu'est-ce qu'il fait? Il va, c'est-à-dire être hérité et placé, ces deux actions, il va être forcé, l'héritage, et il va être placé en premier rang, c'est-à-dire il a la priorité, c'est-à-dire même si à ce niveau il y a une GPO ou un paramètre qui porte la même chose en conflit explicite, toujours c'est la GPO héritée qui sera prioritaire. Donc ça c'est comme si une cinquième règle ou une sixième règle avec les règles. Donc les GPO, on va dire entre guillemets appliqués ou bien avec la fonction forcer l'héritage, ils seront toujours ici, il y a un conflit de paramètres, c'est elles qui seront appliquées. Remarquez, si je viens même dans les sous-unités d'organisation, je vais la trouver toujours en tête de liste. Remarquez, toujours en tête. Ou, entre parenthèses, il y a appliqué, c'est-à-dire déjà, il y a le cadenas et il y a appliqué. Vous savez que c'est une GPO qui était appliquée du niveau, l'emplacement c'est OFPPT.local, c'est-à-dire du domaine. Donc ici dans l'héritage, je vois la priorité, l'objet de stratégie de groupe, son nom et son emplacement, là où il a été lié. Bien sûr, il est activé, s'il n'est pas activé, il ne sera pas utilisé. Filtre WMI, on va voir par la suite. D'accord? Donc ça c'est deux fonctions pour lire. Je vais annuler. Même commande, il permet d'appliquer et de non appliquer, et l'autre aussi de bloquer et de reprendre l'héritage. On va voir autre type de GPO, ce qu'on appelle GPO starter. Donc, de démarrage ou bien. Bref, tout simplement, GPO starter, c'est comme des modèles, un modèle. Imaginez, vous avez un paramètre ou des paramètres de base. Ce n'est pas des paramètres de sécurité. Vous avez trois, par exemple, paramètres de sécurité, peu importe, pour donner des exemples. Et vous voulez que, à chaque fois que vous créez une GPO, vous utilisez ces trois paramètres. Alors, parfois, ça peut être plus. Imaginez, vous avez une vingtaine de paramètres, encore un pour simplifier. Ces vingtaine de paramètres, ou bien ces trois paramètres, à chaque fois que vous voulez créer une GPO, ils doivent exister dans cette GPO.
la manière de faire simple, c'est que vous pouvez créer une GPO starter, mettre ces 3 paramètres de sécurité dans cette GPO starter, et maintenant à chaque fois vous voulez créer GPO 1, GPO 2, GPO 3, vous la basez, vous allez créer une GPO et vous allez la baser sur le modèle. Le modèle, une fois que vous basez une GPO sur un modèle, il va automatiquement, les paramètres que vous avez configurés, ils seront par défaut ici. Donc je vais créer la deuxième et je vais aussi ces 3. Je vais baser ma GPO sur une GPO starter que j'ai déjà créée avec ces 3 paramètres et je vais trouver que ces 3 paramètres ils sont là. Donc par la suite, je peux créer d'autres paramètres différents. Les autres paramètres différents, chaque GPO il a d'autres paramètres différents. Mais les 3, ils ont 3 paramètres identiques. Donc au lieu de chaque fois que j'ai créé une GPO et je vais mettre 3 paramètres de sécurité, la même chose, je vais créer deuxième, je vais mettre les mêmes 3 paramètres de sécurité, la troisième, les mêmes 3. Donc pour faciliter ça, ils ont dit vous pouvez créer ce qu'on appelle une GPO starter. Mettez dans cette GPO starter tous les paramètres que vous voulez qu'ils soient dans plusieurs GPO que vous allez créer par la suite. Vous allez maintenant tout simplement créer les GPO et les baser. Donc, baser une GPO sur une GPO starter. C'est comme un lien. Si vous la basez, c'est qu'il va prendre les GPO de la GPO starter et va automatiquement les copier ici. Et par la suite, vous pouvez ajouter ce que vous voulez d'autres paramètres. C'est à vous de faire ça. Vous voulez créer GPO 2, la même chose. Vous la basez sur la GPO starter que vous avez déjà créée avec ces paramètres qui seront copiés dans GPO 2. Sans à chaque fois, vous créez, imaginez comme j'ai dit, vous avez une quarantaine ou une cinquantaine de paramètres et à chaque fois, vous voulez les appliquer sur 5 ou bien 6 GPO. Est-ce qu'à chaque fois que vous créez les 5 GPO, vous allez configurer les paramètres, les 50 paramètres 5 fois? D'accord. Quand est-ce qu'on aura besoin des GPO starter? Quand on a un ensemble de paramètres qui seront identiques dans plusieurs GPO. Donc je vais les créer une seule fois et je vais baser mes GPO sur ces paramètres. D'accord. Donc le principe. Donc on va dire c'est une façon de simplifier la création des GPO. Bien sûr, si des paramètres doivent être répétés plusieurs fois. Donc, c'est simple, comment on peut faire ça? Vous avez ici une entrée qui s'appelle objet GPO starter. Donc, par défaut, il n'y a rien. Donc, normalement, il y a des modèles prédéfinis qui sont installés avec le système. Ils ne sont pas affichés ici. C'est-à-dire, si vous voulez les afficher, vous pouvez créer les dossiers des objets GPO starter. Normalement, ils sont là. Par défaut, quand vous installez votre système, il y a des GPO modèles, on va dire, des GPO modèles, déjà paramétrés par l'équipe Microsoft. Donc, si vous voulez les utiliser, vous pouvez les utiliser en fonction de qu'est-ce qu'ils font. Sinon, vous pouvez créer votre propre objet GPO modèle, ce qu'on appelle aussi starter. Donc, imaginez si je crée ici. Voilà. Donc, ça, ce sont des GPO avec des paramètres prédéfinis. Par exemple, ordinateur pour Windows Vista. Donc, si je double-clique ici, je peux mettre paramètres. C'est le rapport, afficher tout. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il fait. Remarquez, il y a plusieurs options qui sont utilisées. C'est comme des stratégies qui sont déjà prédéfinies. Vous pouvez les utiliser, mais il faut voir qu'est-ce qu'ils font. Donc chaque GPO, il a un rang. Par exemple, ça c'est pour Windows Vista, ça XP Service Pack 2, la même chose. Ici, remarquez, port de pare-feu de mise à jour à distance de stratégie de groupe. Port de pare-feu, ça c'est pour les firewalls logiciels. Voilà, d'accord. Mais normalement,
qui est conseillé. Si ça, comme il y a plusieurs paramètres qui sont configurés, il faut voir quels sont les paramètres. Donc, il suffit de sélectionner, le double-cliquer, et vous pouvez aller dans paramètres, afficher tout pour voir ce que fait. Si vous voyez des objets ou là, des paramètres qui vont avec ce que vous voulez, c'est bon. Vous pouvez même modifier, c'est-à-dire si vous voyez quelque chose qui ne va pas avec votre stratégie, vous pouvez modifier. Mais vous pouvez toutefois, comme j'ai dit, créer votre propre objet starter. Donc, bouton droit, nouveau. Je vais le nommer mon objet. Un exemple, normalement ils doivent être significatifs. Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, si basiquement tous les GPO que vous allez créer par la suite, ils auront, je ne sais pas, une fonction de sécurité, vous devez la mettre dans le nom ou là dans le commentaire. Voilà, remarquez, il est là. Donc par défaut, il n'y a rien, et vous pouvez, bouton droit, modifier et faire ce qu'on a fait la création. Donc, remarquez ici, il y a seulement la partie modèle d'administration, ou bien ordinateur, ou bien utilisateur. Là, il va être considéré comme un modèle d'objet de stratégie de. Ensuite, c'est la même chose. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel paramètre et le changer. Donc, imaginez, vous avez une centaine de paramètres qui doivent être appliqués sur plusieurs GPO. Vous allez créer une GPO starter, configurer les 100 paramètres une seule fois. Et maintenant, à chaque fois que vous voulez, dans Marrakech, bouton droit, je peux mettre lier un objet existant ou bien créer, comme on a dit, donc, imaginez, je vais créer GPO 2. Dans cette liste, vous avez objet starter GPO. Donc, quand on a créé les GPO en premier, on n'a pas utilisé ça. Maintenant, si je clique ici, je vais trouver mon objet. Si vous n'avez pas cliqué pour afficher le bouton, vous n'allez pas trouver c'est-à-dire vous pouvez créer vos propres objets starter sans afficher les modèles par défaut de Windows. Voilà. Vous sélectionnez votre objet starter. OK. Maintenant, cet objet que j'ai créé, il aura par défaut les paramètres que vous avez sélectionnés ou la paramétrés dans GPO que vous avez starter. Et par la suite, vous pouvez ajouter d'autres choses. Si vous allez créer plusieurs GPO, ils ne vont pas avoir les mêmes paramètres. Ils peuvent avoir des paramètres identiques, mais ils ne peuvent pas avoir tous les paramètres identiques. C'est pour cela que, avec les paramètres qui seront identiques, je vais les configurer dans une GPO starter. Et une fois que je crée la GPO, je vais ajouter les autres les paramètres qui seront différents entre GPO. D'accord? Donc ça aussi, l'utilité du GPO starter, c'est quand vous avez plusieurs paramètres qui seront utilisés dans plusieurs GPO. Donc au lieu de les créer à chaque fois dans plusieurs GPO, vous allez les créer une seule fois dans une GPO starter qui s'appelle une GPO modèle. Et une fois que vous créez vos GPO, vous les basez sur la GPO modèle. Et une fois une GPO est basée sur GPO starter, il va copier tous les paramètres dans la GPO. Donc il y a aussi les GPO préférences. Ça c'est nouveau, donc Microsoft l'a intégré à partir de Windows Server 2008, c'est-à-dire la version antérieure à Server 2012.
juste avant 2012. Dans les versions anciennes, il n'y avait pas. Donc, préférence, ou la GPO préférence, tout simplement, ils vont étendre la fonctionnalité des GPO. Donc, jusqu'à présent, les GPO, c'est bien. Donc, j'ai dit, vous pouvez activer, désactiver, limiter, restreindre les fonctionnalités donc, pour les utilisateurs, pour les ordinateurs, tout ce que vous voulez, mais il y a des choses qu'on ne peut pas configurer avec les GPO. Donc les GPO simple, donc il y a des choses, là, il y a des limites. Il y a des choses que GPO, avec les stratégies de GPO, on ne peut pas les configurer. Donc c'est pour cela que ils ont mis donc, notre manière, donc, préférence, on va dire à préférence, il va étendre les fonctionnalités des GPO, il va offrir aux administrateurs plus de contrôle sur les objets, par exemple utilisateur ordinateur du domaine. Donc, et aussi, à préférence, il y a des choses avant, quand on voulait les faire, on doit les faire avec des scripts. Il me script de démarrage, ou bien script d'ouverture de session. Donc il y a deux, c'est-à-dire quand est-ce que le script sera déclenché, ou bien au démarrage de l'ordinateur, ou bien à l'ouverture de session. Donc arrêt, démarrage, l'arrêt ou bien démarrage, c'est-à-dire ça concerne l'ordinateur, et ça concerne l'utilisateur. Donc vous pouvez créer des scripts au niveau utilisateur, ou bien des scripts au niveau ordinateur. Les scripts au niveau utilisateur, il y a ou bien ils seront exécutés l'ouverture de session ou bien la fermeture de session. Et les scripts au niveau qui sont configurés au niveau d'ordinateur avec une GPO, ils vont être ou bien, ça dépend de votre choix, ou bien l'arrêt de l'ordinateur, ils seront exécutés ou bien au démarrage. Avec les préférences, ils ont simplifié ça. C'est-à-dire, en gros, on n'aura plus besoin de script, on aura tout simplement donc une manière très facile, très fluide pour créer des GPO avec des paramètres qui étaient un petit peu très délicats et, on va dire, entre guillemets, compliqués à réaliser avec les scripts. Microsoft, il a acheté la préférence. Normalement, c'est pas une propriété de Microsoft. Microsoft, il l'a acheté. Un outil qui s'appelle Policy Maker. Donc Policy Maker, c'était un outil tiers qui était utilisé dans d'autres environnements. Microsoft, il a acheté cet outil, il l'a intégré en 2008. Et à partir de 2008, il est présent, sauf il a changé le nom préférence. D'accord. Donc les préférences des stratégies de groupe, ils permettent en général à l'administrateur de configurer, on va dire, des composants, des applications Windows, ou là des applications et des composants Windows qui ne sont pas normalement configurables via la stratégie de groupe. D'accord. Donc un élément très important qui s'appelle le ciblage target. Ciblage, c'est-à-dire vous pouvez dire à une GPO de s'appliquer pour un utilisateur, pour un groupe, pour un système d'exploitation, pour une taille de disque dur. C'est-à-dire si la taille de disque dur n'est pas supérieure à cette taille, ne pas appliquer cette GPO. À la RAM aussi. Vous dites les ordinateurs qui n'ont pas la RAM supérieure à 2 Go,
ne pas exécuter cette... C'est-à-dire la GPU sera exécutée seulement sur les ordinateurs qui ont la mémoire RAM supérieure à 2 Go ou bien à 4 Go, c'est à vous de voir. Vitesse de processeur. Vous voyez que c'est très souple et c'est très avancé, chose que les GPU ordinaires ne permettent pas de le faire. Vous pouvez même sélectionner des adresses IP, dire cette GPU il doit être appliqué ou exécuté sur le poste qui a 10.00.10. Ou là, toute une plage, c'est-à-dire les ordinateurs qui ont l'adresse IP 10.00.10 jusqu'à 10.00.20, la GPU sera exécutée. Les autres, non. D'accord. Donc c'est en fonction d'adresse MAC. Vous pouvez aussi choisir, comme c'est une réservation, choisir des adresses MAC sur lesquelles ils peuvent être appliqués. Donc vous voyez que c'est vraiment très poussé comme configuration, donc avec les préférences. D'accord. Donc c'est, comme on a dit, donc il va étendre la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il va un petit peu donner des manières de configurer un petit peu plus avancées, plus poussées aux administrateurs pour mieux contrôler les objets, par exemple, d'un domaine. Donc, un exemple, on va faire. Je vais créer un nid de GPU qu'on a créé. Modifier. Donc remarquez, il y a préférence côté ordinateur, préférence côté aussi. On a dit, il y a deux classes dans les GPU, donc ordinateur, configuration ordinateur et configuration utilisateur. C'est les mêmes paramètres. Vous avez trouvé que il y a paramètres Windows et paramètres du panneau de configuration. La même chose ici. Paramètres Windows et paramètres. Dans paramètres Windows, vous avez à peu près 7 entrées. Donc, au passage, prenons un exemple. Si je vais utiliser utilisateur, si vous configurez quoi que ce soit dans ordinateur, vous devez redémarrer. Maintenant, pour ne pas à chaque fois on redémarre, je vais choisir utilisateur. Il suffit de fermer la session et de rouvrir la session. Donc, configuration utilisateur, préférence, paramètres Windows. Par exemple, raccourci. Je prends raccourci. Bouton droit ici, ou bien il faut remarquer quand vous sélectionnez, il y a ici à droite. Vous pouvez aussi venir ici, mettre vous faites la même chose, raccourci. Là, ce que je vais créer un raccourci dans les bureaux, par exemple, des ordinateurs qui appartiennent à une plage d'adresse. C'est-à-dire les ordinateurs, prenons le même exemple, donc des ordinateurs qui appartiennent à la plage d'adresse IP, ils vont avoir un raccourci. Donc ça aussi, vous pouvez le mettre, comme j'ai dit, côté ordinateur, ça, ou bien utilisateur. Bref. L'utilisateur, il doit ouvrir la session pour qu'il s'applique. L'ordinateur, il doit démarrer pour qu'il s'applique. Maintenant, avant, je vais créer un dossier quelconque. Je vais le nommer public. Et je vais le partager comme ça. Je vais créer un raccourci vers... Maintenant, je suis dans le contrôleur, d'accord? J'ai créé un dossier, je vais le partager. Partage. Autorisation. C'est bon, je vais laisser tout le monde avec modifier. Et je vais configurer NTFS. Puisque vous vous rappelez des combinaisons, la règle des combinaisons de partage. Même si vous donnez ici contrôle total et vous limitez dans NTFS, la combinaison entre NTFS et partage, c'est la plus restrictive.
Donc je vais laisser ici modifier pour tout le monde, hein, comme exemple. Sécurité pour les utilisateurs du domaine. Voilà, ils ont déjà lire. Maintenant, il y a la combinaison et ils auront lire. Tous les utilisateurs du domaine, ils auront lire. Donc, là, je veux créer pour chaque utilisateur qui ouvre la session un dossier ou un raccourci qui mène vers ce partage. C'est-à-dire qu'il va voir réellement qu'est-ce qu'il y a dans ce partage. Dans ce partage, je vais mettre un document quelconque. Nouveau texte. Je vais le nommer, je sais pas, doc. Donc, bouton droit, nouveau, raccourci. Ici, il y a créer, remplacer, mettre à jour, supprimer. Donc, l'action la plus utilisée, c'est mettre à jour. La différence, c'est quoi? Créer, c'est-à-dire, une fois l'utilisateur ouvre la session, il va créer le raccourci. C'est bon. D'accord. Mais à chaque fois, il y a un changement. Le changement, il ne sera pas... Bref, créer, il va le créer. Pour vous, la première fois, sans modifier, sans qu'il mette une actualisation, ou une modification, ou une mise à jour par la suite. Remplacer, vous pouvez, c'est-à-dire prendre un raccourci et créer une autre information. À chaque fois qu'il le trouve, il va le remplacer. C'est comme si rechercher, remplacer. Donc vous avez déjà un raccourci, vous voulez le remplacer. C'est-à-dire si vous sélectionnez remplacer, c'est-à-dire il va chercher avec le raccourci, il va le remplacer avec les informations que vous avez entrées. Mettre à jour, c'est en même temps, il va créer la première fois et il va garder l'œil sur le raccourci. Donc à chaque fois, il peut mettre la mise à jour. Supprimer, ça se voit de son nom. Il va supprimer le raccourci s'il le trouve. D'accord? Ici, remplacer, s'il trouve le raccourci, il va le remplacer par une autre information. Créer, il va le créer la première fois, c'est bon. Mettre à jour, il va le créer la première fois et il va faire les mises à jour s'il y a des changements. Donc on va laisser mise à jour puisqu'il permet aussi de le créer la première fois. Et là, le nom, je vais donner n'importe quel nom, je sais pas, mes apps par exemple. Chemin d'accès, il doit être un chemin UNC. C'est-à-dire deux anti-slash. Si vous connaissez le nom, donc deux anti-slash, c'est-à-dire c'est un accès UNC, réseau. Pour moi, je connais le chemin, puisque le chemin c'est quoi? C'est le nom du poste, c'est PDC, anti-slash, le nom du répertoire partagé, public. Donc dans un chemin UNC, on ne met pas les noms des lecteurs, par exemple CD, non. On met tout simplement le nom du serveur et le nom du partage, le dossier partage. Voilà. C'est bon, c'est tout ce qui est ici dans cette fenêtre. Dans l'onglet, le deuxième onglet, remarquez, il y a commun. L'onglet commun, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ciblage au niveau des éléments. Remarquez, vous avez un bouton ici, quand vous cliquez, voilà, ciblage. Nouvel élément, voilà, laissez remarquer. Vous pouvez cibler, ça c'est les critères. Vous pouvez dire le GPU, il ne sera appliqué que si ces critères que vous allez configurer seront réalisés. Remarquez, batterie, nom de l'ordinateur, vitesse du processeur, correspondance de la date, espace. Vous pouvez paramétrer ça. Une date, même l'alimentation, la batterie. Est-ce qu'il est à 50%? Vous me dire, si l'alimentation est à 20%, ne pas. Parfois, on peut faire un déploiement de logiciel et le système, il doit installer un logiciel, ça prend un petit peu de temps. Si vous voyez que un portable, un PC portable n'a pas l'alimentation suffisante pour rester allumé, donc vous pouvez, la GPU ne sera pas appliquée.
Voilà, plusieurs, remarquez. Mais ce qui m'intéresse, remarquez la plage d'adresse IP. Si je mets 10, 10, et ici 10, 10, 0, 30. C'est-à-dire, cette GPO que je viens de créer, il ne sera appliqué sur les ordinateurs que si ils appartiennent, il y a l'adresse IP 10.0010 entre 10.0010 et 10.0030. S'il y a un ordinateur 10.00.31, la GPO ne sera pas appliquée. Si vous voulez l'appliquer sur une seule adresse, vous pouvez mettre le début, elle est égale à la fin. C'est-à-dire la fin ici aussi c'est 10.0010. Si vous voulez une plage, bien sûr vous faites une différence de plage. Voilà, donc maintenant le raccourci pour moi, il ne sera créé que si l'ordinateur appartient à cette plage d'adresse. OK. Appliquer. OK. Donc ça, j'ai configuré maintenant une préférence, dans la partie préférence, raccourci avec un ciblage de plage d'adresse IP. Donc pour le test, je vais dans mon client. Bien sûr, je dois, puisque je l'ai GPO, je l'ai créé, je l'ai lié plutôt à Marrakech. Et par défaut, il sera hérité dans SGM. Et par défaut aussi, il sera hérité dans utilisateur. Donc utilisateur, là où j'ai mis mes utilisateurs, les utilisateurs avec lesquels on teste. D'accord? Avec les 3 utilisateurs. Ils sont là. Donc si je vais dans l'Active Directory, utilisateurs, voilà les utilisateurs avec lesquels on teste. Ça veut dire utilisateur aussi, il y aura GPO. GPO2 qui a le raccourci. Donc puisque les autres, ce qui est ici, il n'y a pas de complet, ou là, il n'y a pas aussi ici de complet. Donc la dernière, il y aura un cumul, il n'y aura pas de complet avec, j'ai pas encore la configuré d'autres GPO, le raccourci de préférence. Donc je vais en premier GP update user, on va vous rappeler de cette commande force. Si je mets GP update tout court, il va essayer de synchroniser la configuration, cette configuration côté, c'est-à-dire les paramètres de configuration côté ordinateur et côté utilisateur. Maintenant, puisque moi j'ai fait un changement côté configuration utilisateur, c'est pas la peine de, c'est-à-dire je veux cibler, je veux dire synchronise-moi seulement les paramètres côté utilisateur. C'est ça. Target, c'est-à-dire je veux seulement que tu me synchronises les paramètres qui sont dans la partie configuration utilisateur. False, on a dit puisque normalement pour qu'il fasse la synchronisation, si vous mettez seulement ça, j'ai dit il va la partie configuration ordinateur, puis il passe configuration utilisateur. Mais qu'est-ce qu'il va synchroniser en se basant sur le numéro de version? Donc on a dit à chaque fois vous changez une GPO, le numéro de version il change. D'ailleurs, n'importe, c'est comme les réplications, les transferts, dans les transferts de zone DNS, ils se basent aussi sur le numéro de serial. C'est comme un numéro de version de la zone. La même chose. Donc si vous mettez GP update, si les numéros de version ne sont pas changés, il ne va pas faire la synchronisation. Par contre, si vous mettez GP update /force, qu'est-ce qu'il va faire? Même si le numéro de version n'a pas changé, il va synchroniser. Vous allez forcer. C'est comme si avec force, il ne va pas se référer au numéro de version, il va tout simplement charger du contrôleur les GPO.
Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? GP Update, où j'ai dit seulement la partie configuration utilisateur false, c'est-à-dire il ne voit pas de numéro de version, essayez d'apporter tout le paramétrage qui est dans la configuration utilisateur dans GP, plutôt dans l'éditeur de stratégie. Voilà, mise à jour de la stratégie. Voilà, qu'est-ce que mise à jour de la stratégie utilisateur, il n'a pas mis ordinateur. Est terminé. Donc je dois fermer la session. Et d'essayer de ouvrir notre utilisateur libre. Le mot de passe a changé. Peut-être qu'il n'a pas donc s'il n'a pas l'accès au dossier partagé, il ne peut pas. Et donc je vais voir. Lui, est-ce qu'il a. Oui, c'est bon. Je vais voir. Donc pardon, j'ai pas choisi ici le raccourci emplacement, voilà, emplacement dans le bureau, pardon, j'ai oublié ça. Donc je donne le nom et l'emplacement, c'est-à-dire il doit être créé où. Normalement maintenant peut-être il l'a créé le dossier de base de l'utilisateur. Donc vous vous rappelez, ces utilisateurs, on les a configurés pour restreindre l'accès à CMD. C'est pour cela que je vais ouvrir maintenant PowerShell et l'utilisateur n'a pas le droit d'ouvrir CMD, l'invite de commande. De même, je peux mettre un GP Update. Est-ce que j'ai changé la GPO? Update. Target. User. Voilà, remarquez, automatiquement il m'a créé un raccourci ici. Donc sans même se déconnecter, j'ai synchronisé, j'ai actualisé les. Donc si je double-clique sur mes apps, je les nomme mes apps, remarque, automatiquement il me redirige vers cet emplacement, c'est un accès réseau. Donc c'est très simple, ça. Avec les préférences, avant, si vous voulez faire ça, vous devez créer des scripts. Ou même avec un raccourci, c'est vraiment très délicat. Autre chose, donc on a travaillé avec. Là, je vais mettre aussi la même chose, mais avec maintenant un lecteur réseau. J'ai ici un mappage réseau. Je vais créer notre dossier, je vais l'appeler publier. La même chose, je vais mettre propriété
partage, appliquer, OK, et sécurité, de même pour les utilisateurs. Je vais ajouter écrire pour changer un petit peu les permissions. Maintenant les utilisateurs ils ont écrire, puisque la combinaison des deux, donc modifier et écrire, ça va donner écrire. Maintenant je vais créer un mappage. Le bouton droit, mappage réseau, c'est-à-dire la même chose. L'utilisateur il aura un lecteur. Moi j'ai créé tout à l'heure un raccourci, mais l'utilisateur maintenant il aura un lecteur. Comme une fois il clique sur le lecteur, il accède le partage réseau. Donc nouveau lecteur. Remarquez ici aussi, créer, remplacer, mettre à jour, supprimer. Je vais choisir mettre à jour. Et la mettre à jour, il permet de créer la première fois et de rester à jour avec le, ou là en contact avec le chemin source. Donc l'emplacement, la même chose, c'est un chemin UNC. Toujours, si vous voulez que les ordinateurs, les utilisateurs qui sont dans le réseau puissent exécuter une GPE qui se base sur quelque chose qui est dans un serveur réseau, c'est le chemin UNC. Donc PDC, mais maintenant ça s'appelle publier. Reconnecter pour que à chaque fois, c'est persistant, à chaque fois il se connecte, il va trouver le lecteur. Je peux même changer le libellé en tant que, par exemple ça s'appelle publier, moi je vais l'appeler pub. Utiliser la première lettre disponible, c'est-à-dire si A, B, C, D sont déjà utilisés, va prendre D. Moi je vais choisir utiliser, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner vous-même, par exemple c'est public, je vais choisir la lettre P. C'est-à-dire maintenant, les utilisateurs, une fois ils se connectent, ils auront P, un lecteur qui s'appelle P, mais le lecteur P, normalement, c'est un lien vers un chemin réseau. Tout simplement. C'est bon, c'est pas l'appeler les mots de passe et tout ça, appliquer. Mais avant, donc je vais mettre appliquer et passer à l'onglet commun. De même, je vais dans ciblage, remarquez, ça vous donne plus de, et je vais choisir la même chose. Vous pouvez choisir n'importe quel autre critère. 10, 10, et l'autre 10, 30. Imaginez, vous avez un service, les postes qui sont dans ce service, ils sont compris entre, pardon, 10, 0, 0, 10 ici, pas 0, une adresse IP. Les ordinateurs qui sont dans ce service, c'est ça la plage d'adresse. Vous voulez que les actions y soient appliquées sur ces ordinateurs. Vous pouvez même ajouter des options, par exemple et, n'est pas, hein, c'est-à-dire deux critères à la fois avec et, ou la négation, c'est-à-dire je peux mettre qui ne sont pas dans, c'est-à-dire cette GPU sera installée seulement sur les ordinateurs qui n'appartiennent pas à cette plage, l'inverse. Bref, si vous avez compris le principe, alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les GPU. Maintenant, moi aussi, le mappage réseau, il ne sera créé que pour les ordinateurs appartenant aux plages d'adresse entre 10 et 30. Appliquer. OK. Je vais dans ici et je vais actualiser. Je vais dans PC, remarquez, il y a un lecteur qui vient s'ajouter. Moi je l'ai, normalement le répertoire ça s'appelle publier, et moi je donne un nom, pub en majuscule, et à côté il y a la lettre P. Donc si l'utilisateur il double-clique, il entre directement dans pub. Donc, je vais mettre un document ici, je vais laisser vide, donc publier, je vais mettre un dossier. Je vais nommer aussi un rapport.
Voilà, remarquez. Automatiquement, quand il clique ici, c'est un chemin réseau. Mais il y a une lettre. Pas comme tout à l'heure, on a un raccourci. Un raccourci, c'est faisable aussi, à partir du raccourci. Mais ici, c'est beaucoup plus pratique. Il aura dans son environnement comme ça des lettres. C'est comme des lecteurs. Et vous pouvez avoir pour chaque partage, si vous avez un serveur de fichiers, pour chaque partage, les utilisateurs ils auront un accès direct. Donc au lieu de saisir eux-mêmes ou bien deux anti-slash, l'adresse IP ou bien le nom, le chemin complet, c'est très simple ici. Ils peuvent tout simplement double-cliquer pour. Bien sûr, vous pouvez donner des noms significatifs à ça, comme ça ils voient que, par exemple, données comptables, données, je ne sais pas, avec des noms significatifs. Et vous voyez que les lecteurs, donc, il y a une différence entre un lecteur local, comme ça, et un lecteur réseau. Lecteur réseau, vous remarquez qu'il y a comme un câblage au-dessous. Ça se voit que normalement, c'est pas un lecteur logique, mais c'est un lecteur local, mais c'est un lecteur réseau. Il y a aussi l'intérêt avec il y a une chose très importante avec les préférences, parmi les caractéristiques. C'est que normalement, avec les GPU, lorsqu'un paramètre est défini dans une GPU et qu'il s'applique à la configuration d'utilisateur ou bien à celle de l'ordinateur, ce paramètre ne peut pas être modifié par l'utilisateur. En tant qu'administrateur, vous créez une GPU avec des paramètres, ou bien vous le configurez avec la configuration ordinateur ou bien la configuration utilisateur. De toute façon, l'utilisateur lui-même, quand la GPU est appliquée dans son ordinateur, il ne peut pas la modifier, il ne peut rien faire. Par contre, avec les préférences, c'est différent. Ces paramètres sont appliqués, mais ils peuvent être modifiés par l'utilisateur. Donc, ils ont ajouté une souplesse. Maintenant, l'utilisateur, il peut même déconnecter. Donc, il peut même changer. Moi, ça c'est vrai que c'est très facile, mais il y a d'autres paramètres, si vous les configurez avec les préférences, c'est-à-dire les utilisateurs, ils ont la main de modifier ce que vous avez mis la GPU. Parmi aussi les caractéristiques des préférences. Donc je vais tester ça normalement. On va voir l'adresse. Donc IP config. Il a 10.00.11. Donc 10.00.11, il appartient à la plage 10.00.10 et 10.00.30. Et il figure dans cette plage. On va voir maintenant une autre machine. Toujours dans le même domaine. Donc, on va voir son adresse. Là, c'est un serveur avec lequel on a travaillé. Je crois l'adresse c'est 50. IP config. Voilà, donc 10.00.50, c'est bien. Donc, il n'est pas dans la plage. Il n'est pas dans la plage, c'est-à-dire la GPU de préférence avec le raccourci et le mappage lecteur, il ne doit pas être appliqué ici. Donc, on va mettre GP update tout court. Et là, on va marquer la différence. Il va faire ordinateur, et voilà, ordinateur en premier, et après la partie utilisateur. Je peux même log off pour demander ouvrir une nouvelle session. Donc avec notre utilisateur. Donc l'utilisateur aussi, il appartient à la même unité d'organisation. Remarquez, il n'y a pas de raccourci qui est créé. Et de même, il n'y a pas un lecteur réseau qui est créé. Tout simplement pourquoi? La GPU, il ne sera pas normalement exécuté pour cet utilisateur. Donc si je reviens ici et je mets RSOP, RSO.MSC. Donc ça c'est pour il va
il va créer ce qu'on appelle un résultat. Le résultat, donc les paramètres, pour voir l'utilisateur qui a ouvert la session, il peut voir quels sont ces paramètres qui ont été appliqués. Il peut créer une console qui contient seulement les paramètres. Voilà. Donc déjà, result, object policy. Result. Donc c'est le résultat. Voilà. Même s'il n'a pas le droit, il peut charger ça. Okay. À un moment donné, il va lui créer un éditeur de stratégie de groupe. C'est très important à la commande pour voir. Voilà, il m'a ouvert, remarquez, un éditeur de stratégie, un jeu de stratégie seulement pour Walid, l'utilisateur qui a ouvert la session. Et remarquez, il m'a mis tout simplement configuration utilisateur. Pour Walid, il n'y a pas de configuration ordinateur. Donc si je mets ici bouton, d'ailleurs ici là, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il a comme paramètre. Modèle d'administration. Mais ce qui m'intéresse, bouton droit ici, propriété. Je coche le menu pour voir quels sont les GPU qui ont été appliqués pour cet utilisateur. Remarquez, ce qui n'est pas appliqué, donc les non appliqués, une stratégie locale. Mais GPU users, GPU ISGM, GPU Marrakech, GPU 2, là où il y a les préférences, ils ont été appliqués. Ici c'est le nom appliqué. Ici c'est d'où vient la GPU. Et ici le numéro de révision de la GPU. Donc vous remarquez, GPU2 il a été appliqué. Donc ça aussi. Bouton droit, propriété. Remarquez, GPU aussi, il a été appliqué, mais n'a pas, il est réel, il est appliqué, mais l'ordinateur ne répond pas aux critères de la GPU. La GPU, il est appliqué, mais n'a pas été, on va dire entre guillemets, exécuté, c'est-à-dire puisqu'il n'a pas trouvé le ciblage qu'on a configuré avec la GPU vrai, c'est pour cela qu'il n'a pas créé le... Mais de toute façon, remarquez qu'il a été aussi utilisé. D'accord? Donc ça c'est pour les préférences aussi. C'est une nouveauté à partir de Server 2008. Et on a dit ça donne une extension, une idée des fonctions avancées pour les administrateurs pour pouvoir bien contrôler d'une manière très minutieuse donc les objets, l'exécution des GPU dans des objets bien définis dans le réseau. Surtout avec les ciblages. Donc le plus grand intérêt dans les préférences, c'est les ciblages. Maintenant, on va aussi voir autre chose. Différence entre ADM, ADMX et ADML. Alors, normalement, ce sont des extensions. Normalement, c'est .ADM, .ADMX et .ADML. Des extensions de fichiers. ADM et ADM, ce sont des extensions on va dire, de fichiers de modèle d'administration. Modèle
d'administration. Modèle d'administration, ce qu'on trouve dans l'éditeur de stratégie de groupe, au-dessous de, ou bien configuration ordinateur, ou bien configuration utilisateur, il y a modèle d'administration. Donc, à chaque fois que vous créez un paramètre dans modèle d'administration, il y a des fichiers .adm ou bien .admx qui sont créés. Et d'abord, c'est quoi la différence? Déjà, ADM, c'est ancien. L'objectif maintenant, c'est de se débarrasser des fichiers .adm. Et la nouveauté, c'est .admx. Mais pourquoi? Donc les fichiers ADM, normalement, on a dit, il est placé dans le fichier ADM, la .adm, ce sont des fichiers qui sont placés dans la partie modèle d'administration, dans les stratégies de sécurité de groupe, et l'éditeur de stratégie de groupe. La partie qui réside dans sysvol, d'abord, le problème c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous créez une GPO, chaque fois que vous créez une nouvelle GPO, vous occupez 4 mégaoctets sur chaque contrôleur. Chaque nouvelle GPO créée, il y a 4 mégas qui sera occupé dans le disque du contrôleur. Bien sûr, aussi la réplication, ils vont être répliqués. Dans chaque contrôleur, il y a 4 mégas qui sera aussi réservé dans l'autre contrôleur. Le fichier aussi, il est placé dans modèle d'administration. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand vous voulez changer ou la éditer ou la modifier une GPO, la GPO, il doit figurer dans le modèle d'administration. D'accord? Donc c'est pour cela que le fichier ADM, il est aussi placé dans la partie modèle d'administration, car on va dire car il est nécessaire lorsque vous souhaitez rééditer ou bien modifier la GPO. Et pour résumer, avec l'ADM, on avait un sysvol très gonflé, un gros sysvol. On avait un d'une taille importante. Et surtout avec les grandes entreprises, les grands réseaux, là où il y a, c'est-à-dire l'administrateur, il aura besoin de plus de GPO avec des paramètres. Donc à chaque fois, il y a plus de GPO. À chaque fois, c'est le sysvol, il va gonfler, il va augmenter de taille. Et aussi, il doit aussi stocker les GPO qui sont, on va dire, qui sont remplis, qui sont gros de fichiers ADM, et il doit les répliquer. Donc normalement, sysvol, il doit être répliqué. Déjà la bande passante, déjà le trafic, déjà. Donc c'est pour cela que maintenant l'objectif c'est de se débarrasser des fichiers .adm, et la nouvelle génération c'est ADMX. Donc pour contourner ce problème, la nouvelle norme ADMX, la nouvelle extension ADMX, donc utilise ce qu'on appelle ADMX, il utilise ce qu'on appelle un magasin central. Le magasin central, ça s'appelle en policy definition. Donc dans un domaine, il y a un magasin central. Donc dans ce magasin central, il y aura un seul emplacement où vous pouvez placer les nouveaux fichiers ADMX. C'est-à-dire les fichiers ADMX qui seront mis dans un seul emplacement centralisé qui est
le dossier Policy Definition. Donc ça s'appelle un magasin central. Normalement, l'objectif c'est il n'est pas besoin d'être copié dans chaque GPO pour et par la suite il n'y a pas de gonflement de sysball, il n'y a pas une grande taille de sysball. C'est l'objectif. Donc c'est très souple. Il y a un seul emplacement là où il y aura les fichiers, on va dire un modèle pour vous créer dans les modèles. Exemple. La suite Office de Microsoft, là où il y a le Word, Excel, PowerPoint, d'accord. Par défaut, il n'y a pas de paramètres pour la suite Office pour les GPO. C'est-à-dire vous pouvez pas contrôler la suite Office, par exemple Word, Excel, PowerPoint, qui sont installés dans les ordinateurs. Et normalement, vous devez récupérer ou bien télécharger à partir du site Microsoft les fichiers ADMX correspondant. Vous allez le trouver normalement. Microsoft, il met dans son site les ADMX de ses produits, bien sûr par version. Par exemple, Office, c'est pas 2013, pour les éditions 2013, 2016, 2019, il y a des versions aussi pour les Word, Excel et tout ça. Donc vous allez trouver pour chaque édition son propre ADMX, vous pouvez le télécharger. Une fois téléchargé, vous pouvez le mettre dans le magasin central, et comme ça, vous pouvez maintenant par la suite créer des GPO pour contrôler la suite Office, les logiciels Office. Donc vous pouvez le télécharger, c'est pas très difficile, vous pouvez du site les télécharger et les importer dans l'éditeur de stratégie. La même chose, une fois une version Windows 10 est sortie, il y a les versions Windows 10, vous savez par exemple 17.03, 17.09, il y a 18.03, il y a plusieurs éditions. À chaque fois Microsoft il sort une édition, qu'est-ce qu'il fait? Il publie aussi les fichiers ADMX pour chaque version. Comme ça, vous pouvez aussi la télécharger et l'importer dans l'éditeur de stratégie. Comme ça, vous pouvez aussi, donc les options de plus ou là, ce qui a été ajouté dans les nouvelles versions, ils seront aussi paramétrables via les GPO. Bref, maintenant la tendance c'est ADMX, c'est très souple et c'est très pratique. On n'a pas la présence des fichiers ADMX. Normalement, on a dit un magasin central qui s'appelle, si je vais pour vous montrer le magasin, donc je suis dans le contrôleur. Dans C, là où il est installé le système, C, vous avez Windows. Vous allez trouver ici, il y a un dossier qui s'appelle Policy. Voilà, Policy Definition. Le chemin, c'est ça. C, Windows, Policy Definition. Remarquez les extensions ADMX. Donc toutes ces extensions, ce sont normalement les modèles que vous pouvez configurer dans les stratégies de groupe, là dans les éditeurs de normalement ADM on va dire c'est Administrative Template. Template c'est modèle XML based. Ce sont des modèles administratifs basés sur XML. XML c'est le langage aussi développé du web, qui gère les pages dynamiques. Il y a plus que HTML, donc XML c'est l'évolution de HTML ou
le langage développé, plus développé que HTML. Voilà, donc ça c'est la différence entre ADM et maintenant vous remarquez qu'on n'a pas les ADM, on a des ADMX. ADM c'est ancien. Les versions actuelles, ils utilisent ADMX puisque ils sont stockés dans un magasin central. Donc, une seule fois et c'est bon. Donc ils ne seront pas utilisés pour chaque GPO. Maintenant, ADM, L, tout simplement, L c'est pour la langue, linguistique. D'accord? Donc les fichiers ADML viennent en complément, tout simplement, c'est un complément, et c'est un plus, c'est un supplémentaire. Pour les fichiers ADMX, ils viennent en complément tout simplement des modèles ADMX afin de gérer avec la partie linguistique. Donc elle c'est en gros, c'est juste, ce sont des fichiers de traduction. Si vous remarquez ici, dans le même emplacement, j'ai ici anglais, US, français. Je trouve ADML, puisque la version que j'ai, c'est la version française. Donc pour chaque ADMX, ou là, pour chaque outil ADMX, on va trouver qu'il y a son équivalent pour ADML, tout simplement, ce sont des fichiers de traduction. Si vous installez la version anglaise, vous allez trouver des ADML de traduction en anglais. Donc c'est pour cela que la même chose, Microsoft, quand il publie les fichiers ADMX, par exemple pour Office, n'importe pour un système d'exploitation, des fichiers de traduction de nombreuses langues sont intégrés au téléchargement. Quand vous téléchargez ADMX, vous avez son équivalent de fichier ADML en fonction de votre version de logiciel que vous allez télécharger. Donc les deux, ils sont stockés dans le même magasin qui est le magasin central. Donc c'est très important de faire cette différence. Donc ADM, ADMX, ce sont normalement des fichiers, des extensions de fichiers modèles qui seront utilisés dans les GPO. ADM c'est ancien, donc on a dit c'est placé aussi dans la partie modèle. Ici. Donc si vous êtes dans les stratégies ici, remarquez de la partie d'administration, modèle d'administration, donc côté utilisateur. Et côté ordinateur. Donc, remarquez qu'est-ce qu'il m'a dit ici. Définition des stratégies fichiers ADM récupérées à partir de l'ordinateur local. Récupérer. ADM, c'est-à-dire ils étaient stockés ici. D'accord? Ici, maintenant, il y a un magasin central. À chaque fois que vous démarrez votre éditeur de stratégie de groupe, il va essayer de pointer sur ce dossier magasin central et charger les fichiers ADMX. Les fichiers ADMX, on va dire, c'est eux qui vont vous permettre de configurer les paramètres qui sont dans les modèles. Voilà. Composants Windows, imprimante. La même chose ici. D'accord? Donc, ADM, ADMX, ce sont normalement fichiers modèles que vous pouvez, ou les paramètres que vous pouvez configurer ici dans le modèle d'administration, dans les stratégies, l'éditeur de stratégie de groupe. ADM, c'est ancien. On a dit, chaque GPU vous créez, il va réserver 4 mégas. Et comme ça, puisque le contenu sera dans 6 volts pour la réplication, 6 volts, il aura une grande taille. Et s'il a une grande taille, ça va influencer avec la performance de réplication. Et là, ADMX, c'est nouveau. Donc
C'est très fluide, c'est très simple. Ils ont créé un dossier centralisé qui s'appelle le magasin central qui est là. Donc, ça s'appelle le Policy Definition. Donc ils sont mis tous ici, mais une fois que vous ouvrez l'éditeur, il va essayer de les récupérer. Mais une fois que vous fermez, c'est bon. HTML, on a dit tout simplement, ce sont des extensions pour des fichiers on va dire, de traduction, là, des fichiers de langue. Donc chaque HTMX, en fonction de la version qui est livrée ou la publiée, il y a son fichier de langue qui est HTML. Donc n'importe quel outil, par exemple Microsoft qui sort, là, que vous avez installé, vous pouvez chercher son HTMX et HTML en fonction de votre version de langue. Comme ça, une fois vous récupérez, vous importez HTML, HTMX de ce logiciel, vous pouvez aussi voir des paramètres que vous pouvez contrôler dans le GPO de ces objets. Comme l'exemple qu'on a dit, Flowfis avec Word, Excel, PowerPoint. D'accord? C'est bon, vous suivez. Les autres? Très bien. C'est bon, donc maintenant on va passer sur une autre chose. On va voir les filtres. Les filtres WMI. WMI. Windows Management. Donc Windows Management Instrumentation. L'objectif ici, c'est de réaliser un filtre supplémentaire pour qu'une GPO s'applique seulement sur certains objets en se basant sur un ou bien plusieurs critères de filtre. Je vais pouvoir créer des filtres. Ça se vient de son nom, filtre. C'est-à-dire, c'est une manière, c'est une façon supplémentaire pour donner à une GPO plus de critères quand est-ce qu'il sera appliqué et exécuté. Je vais choisir. Et là, l'intérêt avec les filtres, c'est que en fonction des critères, donc ça peut être un ou bien plusieurs, en fonction des critères, vous pouvez dire à des critères. Par exemple, je peux dire cette GPO sera appliquée sur ce type de système d'exploitation. C'est-à-dire qu'il sera appliqué sur Windows 10 et non sur Windows 7. Bon, c'est-à-dire si je dis qu'il sera appliqué sur Windows 10, c'est-à-dire qu'il sera appliqué sur les autres, non. Ni Windows 7, ni 2012, ni rien du tout. Si vous créez une GPO, vous dites que cette GPO doit être exécutée sur Windows Server 2012, ou bien Windows Server 2016, ou bien tout simplement Windows Server 2019. Les autres, la GPO ne sera pas appliquée. Je peux aussi, je ne sais pas, la version. Vous avez Windows 10 avec deux versions, par exemple, une version ancienne et une version récente. Vous pouvez dire, voilà, je veux l'installer sur, par exemple, la version 17.03 et non sur 19.03 ou la 08. D'accord, la version, c'est ça. Version aussi du système d'exploitation. Vous pouvez aussi, en fonction de l'architecture
architecture du système d'exploitation. Ou bien c'est une architecture 32 bits, ou 64 bits. Nom de machine, vous pouvez dire. C'est-à-dire spécifier un nom de machine. Cette GPU sera appliquée sur... Donc il y a des choses qu'on peut le faire avec les préférences, mais ici aussi, donc ça c'est ancien, c'est pas un nouveau pour Microsoft, nouveau c'est les préférences, mais ça aussi il faut un langage. C'est pas donné à tout le monde, mais il faut chercher, il faut être un petit peu un connaisseur pour créer des filtres WMI. Les préférences, c'est très simple, donc avec interface graphique, bouton. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle un langage qui s'appelle WQL. Il est WMI, Query Language. WMI, Query Language. Normalement, c'est un sous-ensemble du langage SQL. Donc, il y avait un langage SQL des bases de données. Normalement, c'est un sous-ensemble. Donc, on va dire c'est comme un petit programme qui a été inspiré les commandes ou les syntaxes de SQL. Vous vous rappelez WQL. Et là, il utilise les mêmes syntaxes, pas toutes les syntaxes, mais quelques syntaxes comme SQL. Donc c'est un sous-ensemble de langage SQL. Donc la syntaxe générale pour créer un filtre, normalement c'est select, étoile, from, donc on va dire classe WMI. Donc ça c'est un paramètre qu'on doit donner. Where, donc une propriété, c'est un paramètre qu'on doit définir, égale une valeur. Donc vous allez dire à votre filtre select, c'est-à-dire en gros la démarche c'est quoi? Je vais créer un filtre comme ça qui va définir un objet particulier. Donc comme j'ai dit, les ordinateurs seulement Windows 10, les ordinateurs qui s'appellent, ou un ordinateur qui s'appelle, ou leur nom il débute. Imaginez que l'administrateur il a nommé les postes clients avec comme ça CLT, donc 01, CLT 02, jusqu'à CLT 100. Il a une centaine d'ordinateurs, mais toujours il a une logique, il appelle les ordinateurs clients CLT, client 1 client. Donc il peut dire les noms qui commencent par CLT, la GPU il doit être appliqué sur ces, ou bien sûr un seul CLT 100. Donc ça c'est l'objectif. Donc il ne va pas normalement traiter comme ce que fait la préférence. La préférence, il va beaucoup plus loin. Ici normalement, vraiment on est limité à quelques configurations, à quelques paramétrages en fonction de ce que nous offrent les commandes WQL. Maintenant, remarquez, si je vais un document là, je vais voir. Voilà, donc ça, c'est les systèmes d'exploitation. Chaque système d'exploitation, il a un numéro de version. Les anciens, ça, voilà, donc 5.1, 5.2, 6.0 Vista, 6.17. Donc, remarquez, à chaque fois on passe un nouveau système, le numéro de version, il change. Windows 10,
La version 17.09, il a 10.0.5. 18.03, il a ça, ainsi de suite. Vous pouvez même dire, si vous avez deux versions, bien les 4 versions dans votre réseau, dire je veux installer ou exécuter la GPO sur ça, et pas sur les autres qui ont une version 18.03, 17.09 ou la 19.03. Comme vous pouvez aussi, ça c'est la partie cliente, ça c'est mon système d'exploitation serveur. Remarquez pour Windows Server 2003, la même chose. 8, 12, Windows Server 2012 R2, remarquez. 2016. Donc chaque système, il a une version, mais qu'est-ce que vous remarquez? On a des systèmes d'exploitation poste de travail avec la version serveur, ils ont la même version. Par exemple, si vous prenez Windows 8, cette version, remarquez, 2012 R2, il a la même version. De même, 6.2 ici. Si vous prenez ça aussi avec 2016 17.09, c'est la même chose que 17.09 pour Windows 10. Et là, normalement, la plateforme, le noyau, c'est le même. C'est pour cela que Microsoft, il garde la même version. C'est pour cela que si vous êtes dans Windows Server 2016, vous allez trouver que le bureau, il est identique à celui de Windows 10. 17.05. Même chose. Windows Server 2012 R2, le bureau, il est identique à 8.1. Et ainsi de suite. Maintenant, ça c'est un problème. Donc on a, si je veux, j'ai par exemple Windows 16, là, Windows 2016 19.09, et j'ai les clients. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Le critère. Et là, remarquez, c'est le même critère. Ça et ça. La même version. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour différencier, ils ont créé ce qu'on appelle le type du produit. Ça s'appelle Product Type. Donc ils ont dit, si Product Type elle est égale à 1, ça veut dire qu'il s'agit d'un système client. Si le product égale à 2, ça veut dire que c'est un contrôleur du domaine. Si le product égale à 3, ça veut dire que c'est un serveur. Maintenant, vous n'allez pas vous perdre. Numéro de version, ça donne seulement le numéro de version du noyau et tout ça. Il ne va pas nous faire une grande différence. Mais pour faire une grande différence, il faut aussi utiliser le product type. Donc si je lui dis, je veux utiliser le numéro de version 10.0.16299, mais avec product type 3. C'est-à-dire que c'est un serveur 2016 qui n'est pas contrôleur du domaine, mais c'est un serveur. C'est différent de celui-là. Quand je mets le même numéro, mais product égale à 1, il sait qu'il s'agit de Windows 10. Si je mets la même chose, le même numéro de version, mais avec 2, product type 2, il sait que c'est un contrôleur du domaine Windows Server 2016. Donc pour faire cela, il faut toujours, normalement, pour travailler avec WMI, on doit ressortir quel est le numéro de version et quel est le type du produit, si on veut bien spécifier les systèmes d'exploitation. C'est pas très. Donc il y a des fichiers sur internet là où vous pouvez avoir les éditions, mais sinon je vais vous montrer comment on peut avoir ces informations.
Donc d'abord, il y a des commandes. Remarquez, si j'ai pas quand vous remarquez, j'ai pas, quand on a créé l'unité ou la GPO, il a été appliqué sur tous les utilisateurs. Même maintenant, j'ai ouvert la session avec administrateur dans le contrôleur et j'ai pas la main pour afficher l'invite de commande. D'ailleurs, c'est une manière pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Remarquez, la GPO que j'ai créée ici, c'est elle. Donc si je mets afficher, l'invite de commande active, désactiver l'invite de commande, il est activé, mais je l'ai lié au niveau du domaine, c'est-à-dire tous les objets du domaine, ils vont avoir, et parmi eux, il y a l'administrateur. L'administrateur, il est créé dans le conteneur user du domaine. Donc pour cela, vous pouvez aller dans étendu. Remarquez ici, il y a par défaut, on a parlé d'utilisateur authentifié. Utilisateur authentifié, on a dit tous les utilisateurs qui ont réussi à ouvrir la session dans le domaine, tous les ordinateurs qui ont aussi réussi à ouvrir la session dans le domaine, ils sont par défaut dans utilisateur authentifié. C'est pour cela que les ordinateurs et les utilisateurs, par défaut, les GPE seront appliqués pour ces utilisateurs et ordinateurs. Mais vous pouvez ou bien supprimer utilisateur authentifié et ajouter votre propre groupe. Donc pour mon cas, je peux ajouter l'administrateur qui est normalement on va vérifier le nom, c'est celui-là, ok. Donc dans délégation, je peux même, vous avez ici un bouton avancé. Je sélectionne l'administrateur et je descends ici. Vous avez appliqué la stratégie. Je vais dire refuser, tout simplement. La stratégie. C'est-à-dire maintenant les stratégies qui sont ici, ils ne vont pas être appliquées à l'administrateur, tout simplement. Donc si je reviens maintenant à l'invite, je vais essayer de actualiser. Maintenant, j'ai le droit d'ouvrir PowerShell. Je veux tout simplement synchroniser les GPO. Là, je viens de la changer. GP Update. Pour voir est-ce que maintenant j'aurai la main pour ouvrir la console. L'invite de commande. Voilà, remarquez, maintenant, tous les autres utilisateurs, ils n'auront pas l'invite de commande, mais moi, j'ai l'invite de commande. Donc, il suffit d'aller dans ajouter un utilisateur, ou là, normalement avec l'administrateur, ou là, le groupe administrateur, et de lui refuser à ce que les GPO, cette GPO soit appliquée. Donc, au passage, donc, j'ai remarqué, je vous ai montré, mais maintenant, je vais créer je vais vous montrer tout d'abord comment récupérer les numéros de version, les versions. Donc, il y a des commandes. Ils sont utilisables aussi en PowerShell. La commande version, et vous met la version de votre système d'exploitation. Donc, Windows version 6.3. C'est-à-dire, cette version que j'ai ici, c'est 6.3. Si je mets aussi WinVer, donc ça, ver, c'est tout simplement en ligne de l'affichage, il sera en ligne de commande. WinVer, l'affichage, il sera en interface graphique. Voilà, il me dit aussi Microsoft Server version 6.3 et numéro, c'est la même chose. Quelques informations ici aussi de type, donc data center. J'ai aussi une commande très importante qui est le W
Windows Management Interface Command, l'abréviation de WMIC, Windows Management Interface Command, Computer System, Get Model. Get Model, il vous mettre aussi maintenant si vous voulez appliquer une GPU sur les machines virtuelles. Vous utilisez modèle. Modèle, par exemple, pour VMware, il met VMware Virtual Platform. C'est-à-dire, si vous mettez modèle égal VMware Virtual Platform, il sait que la GPU, il l'exécuter sur les machines virtuelles. Par contre, si vous le mettez dans un poste réel, il vous donne le modèle de votre poste. La même commande avec caption pour voir le nom. Donc, le nom, c'est PDC. D'ailleurs, vous pouvez mettre cette commande /point d'interrogation pour voir l'aide. Vous avez plusieurs commandes à vérifier par la suite. Mais on ne va pas les utiliser toutes. Vous remarquez combien de commandes, d'options. Il y a aussi une autre qui est très importante, toujours feu WNIC, mais maintenant OS Get. Si je mets version, il me donne la même chose. Mais ce qui est important, c'est que aussi je peux mettre product type. Voilà, il me dit 2. 2, ça veut dire quoi? C'est un contrôleur du domaine. Alors, je sais que maintenant, le product type, c'est 2. Je peux même les afficher, les deux à la fois. Par exemple, si je mets ici, version, virgule, product. Il me met la version et le produit à côté. Parfois, si je veux cibler sur quel ordinateur, ça me suffit à les deux, ils me suffisent. De même, vous pouvez mettre, je ne sais pas, un point get, point d'interrogation. Il vous met aussi les options que vous pouvez utiliser avec WMIC OS Get. Voilà, je ne sais pas. Par exemple, le serial number, serial, donc il vous met le numéro de série de votre édition. Install date, la date d'installation, donc c'est en anglais, donc 2021, le mois 3, le 01, mois 3, les premiers 3, ou ici même, il vous met l'heure, à 10h44, 51 secondes, et ici les tierces. Il dit exactement le temps là où votre système il a été installé. Bref, vous pouvez avoir des informations, ce sont des informations très importantes que vous pouvez utiliser devant un OS, surtout si vous voulez créer les filtres. Donc pour installer ou la créer, pour utiliser les filtres, pour utiliser les filtres WMI, il y a 3 étapes. Donc, créer le filtre WMI. 2. Créer la GPO. Ou bien même, ça peut être une GPO existante. C'est-à-dire, vous pouvez créer l'ordre ici, c'est pas obligatoire. Vous pouvez créer la GPO avant, ou là déjà vous avez une GPO existante,
Et par la suite, vous pouvez créer un filtre. Mais ce qui est important, c'est 3. 3, c'est vous devez lier la GPO. Donc, on va dire au filtre WMI. Voilà, 3 phrases. Remarque importante, une GPO ne peut être liée qu'un seul filtre à la fois. Donc GPO ne peut pas être lié à 2 filtres. Donc vous créez un filtre, GPO, vous la liez à un filtre. Donc GPO, comme j'ai dit, je ne sais pas, ne pas afficher le panneau de configuration ou interdire l'accès au panneau de configuration. Vous créez un filtre, vous dites seulement les ordinateurs Windows 10 qui n'auront pas l'accès. Vous voulez que seulement les Windows 10 qui n'auront pas l'accès au panneau de configuration. Donc vous créez votre GPO qui n'autorise pas l'accès au panneau de configuration. Vous créez votre filtre avec le critère seulement Windows 10 et vous liez votre GPO au filtre. Comme ça, la GPO ne sera appliquée qu'au filtre que vous avez utilisé. Il sera appliqué seulement au Windows, aux postes qui ont Windows 10. Les autres, ils peuvent toujours accéder au panneau de configuration. D'accord ?